7 octobre, retour sur la, la thématique globale du voyage au bout de soi. Voyage au bout de soi. Cet instant que je vois devant moi, ce fragment de temps, je l'ai en face. Ce fragment, il me donne l'impression que je peux faire quelque chose que je n'ai pas fait auparavant. Tout à l'heure c'était 52, maintenant c'est 50, 51, c'est passé à 52. Déjà réglé l'affaire du 51. Passe. Si je fais rien pendant 52, ce sera là aussi à faire plier. Voilà comment les choses se passent. On a un instant et cet instant on peut l'utiliser ou ne pas l'utiliser. En faire un instant de rupture, on n'en rien faire. Un instant le laisser se dérouler pour qu'il soit comme les instants qui l'ont précédé. Un chiffre parmi tant d'autres, un instant quelconque. 53, je n'ai rien décidé. Toujours pas tranché. Je vis ou je meurs. Je fais cela ou je ne fais pas. Voilà le seul acte de quelque importance qui me reste. Il n'en est pas d'autre. Je ne peux rien faire face au monde. Je ne peux changer le monde. Je ne peux le transformer d'aucune manière. Par contre, si je lui laisse un petit quelque chose, en guise d'un cadeau un peu, comme ça, je me donne la possibilité de le contrarier. Il se peut que dans les grands dessins du temps, il n'y ait pas de place pour mon génome. Simplement, je dois être effacé. Et si je donne un prolongement à mon génome, et quelque part, je pourrais me retrouver incarné, participant de quelque chose de plus qui va peut-être connaître une sorte d'expansion, comme il peut très bien entrer dans une sorte de contraction. Expansion, contraction, les deux sont non possibles. Donc 54, c'est un chiffre intéressant parce que pour moi le 4 est le symbole de quelque chose. Déjà que je n'aimais pas les chiffres pairs, mais alors maintenant que le 4 signifie pour moi réfère à quelque chose, voilà le 5, je suis débarrassé du 4, je passe au 5. 55, c'était un âge, j'ai eu 55 ans. Il y a pas si longtemps, c'était hier, avant-hier ou juste il y a un instant, j'ai eu 55 ans. Je n'en ai pas fait grand-chose. Qu'est-ce que je pouvais en faire? 55 ans, j'étais là. Toujours un peu dans l'attente, un peu dans une sorte d'attitude un peu figée. Je fais ou je ne fais pas. Je passe de l'autre côté, je saute, je ne saute pas. Je rejoins tout de suite la rive, l'autre rive où j'attends. Et j'attends quoi, fondamentalement? J'attends quoi? Il y a eu beaucoup de gens qui ont attendu. Voilà. Ils attendaient quelque chose. Moi, je n'attends rien. Je n'ai plus la foi en l'attente de quoi que ce soit. Évidemment, pour moi, le temps n'apportera rien. Ni salut, ni
révélation ni rien. Et le temps est... Je n'existe pas. Pour, pour moi, le temps n'est qu'une sorte de construction. L'idée que je me fais des choses. Je n'existe pas dans l'effectivité de ce qu'on considère comme étant l'être. Je ne suis pas effectif. Je ne suis pas en capacité de faire. Simplement, je me permets de croire, j'ai cru à un moment, je me permets de dire, mais à qui je m'adresse? Je m'adresse à personne. Le temps, si je pouvais encore croire en quelque chose, je pourrais m'adresser à cette chose, mais je ne crois en rien. Alors, mon adresse n'a nul correspondant. Mon adresse ne s'adresse à personne. Voici 57. Ce sont deux chiffres impairs qui sont là dans une sorte de... Ils sont différents et en même temps, on ne peut pas dire qu'ils sont dissemblables à tout point de vue. C'est... Voici donc le 58. C'est mon âge actuel qui va évidemment basculer. Dans quelques temps, je vais passer à un âge encore plus avancé. Passage, toujours passage. Et là, je retrouve une idée à laquelle j'ai pensé, c'est l'idée d'être au bord du précipice. Voilà, je ne sais. Je sais que je vais basculer dans quelque chose de très profond. Et ce basculement va être la cause de mon trépas. Je vais trépasser parce que je vais tomber. Précipice. Je joue avec moi-même. Voilà, 59. Je vais passer à 59. Ça va être quelque chose de totalement inconcevable, ahurissant. Comment 59 ans? Quelle horreur, mais quelle horreur! 59 ans, voyez-vous? Et toujours en débutant, toujours incomplet, toujours questionnant, toujours... La seule chose à laquelle j'ai échappé, c'est le doute. Je doute plus de rien puisque je ne crois en rien. Donc, l'objet de mes doutes, c'est volatilisé. Je ne veux pas douter. Je prends les choses telles qu'elles se présentent, telles que je peux les percevoir. Et comme je sais que je les perçois que d'une certaine manière, après tout, qu'ils aient une apparence ou une autre, cela m'apporte peu. Aussi, précipice. Je marche un peu sur une étroite corniche. Je marche, je tangue, je risque de chuter, je me rattrape, et puis au dernier moment, et puis je ne sais pas. Je suis pris d'une certaine peur, mais j'ai peur ou j'ai pas peur, fondamentalement. Bon, je sais que je vais rencontrer le sol dans un baiser, dans un baiser tout en, comment on appelle ça, tout en, je trouve pas le terme, tout ce qui est de un baiser baveux. Je vais baver baver ce que je suis. Je vais rencontrer le sol.
Ce sol qui n'a rien demandé. Et s'il faut que je chute, il faut bien que ce soit contre un sol. Ah, j'ai pas le choix non plus. Je dois chuter, je dois atterrir quelque part. Évidemment, ça va me faire mal. Ça va, et quelque part, je vais être surpris. Je vais pas faire de moi une sorte de, je sais pas, de sujet. À moi-même, je vais me poser des questions. Pourquoi mon bras s'est-il brisé selon cet angle? Pourquoi c'est ma mâchoire qui a pris qui a reçu le plus grand coup? Pourquoi pas mon front? Pourquoi pas ma tête n'a pas éclaté? Pourquoi? C'est bizarre, elle n'a pas éclaté. Ouais, la cervelle mise à nu, qui rencontre un peu le monde pour la première fois, qui voit la lumière directement, sans passer par rien, par aucun intercesseur, ça part directement ouvert. Vas-y, cerveau, parle. Allez, tu es en contact direct. Allez, vas-y, communique. Allez, agis. Fais quelque chose. Hein. Alors que tu peux. Mais s'il t'agrée là aussi, si ça te convient, échappe. Allez, prends tes jambes et vas-y, va te réfugier quelque part. Allez, quitte ce corps. Eh non. Mon cerveau, lui, il est trop habitué à moi. Il ne veut pas partir. Il va rester là pour assister au spectacle jusqu'à la fin. Ah si, et puis quelqu'un viendra dessiner un peu tout autour de moi. Il va y avoir une sorte de silhouette comme ça, un peu grossière, hein, silhouette. Voilà, comme ça, pendant quelques jours, quelques heures, je vais être encore présent. Alors qu'on m'aura déjà emporté quelque part pour me jeter dans un caisson. Tiens, un caisson froid. À ce moment-là, je n'aurai plus conscience, ni du chaud ni du froid. Je serai débarrassé de cette sensation. Aujourd'hui, j'ai un peu froid. Je suis content qu'il fasse moins chaud. J'en sais rien. Quand il fait chaud, je suis pas bien. Quand il fait froid, je suis pas bien non plus. Alors, quand je pourrais être bien? Voici une chose à laquelle je n'ai pas de réponse. Voyage au bout de soi. Et en trace, je mets en face de moi quelque chose qui ressemble à un décompte. Le décompte est parti depuis quelque temps. Il ne s'arrêtera pas. Il est lancé. Il va annoncer quelque chose. À un moment, le réveil va continuer de fonctionner. Moi, je ne serai plus là pour le regarder. Ou y jeter un dernier coup d'œil. À quoi ça sert de savoir le temps qu'il fait quand je serai mort? Le temps qu'il est. Aussi le temps qu'il fait. Le temps qu'il est. À quoi ça sert de savoir l'heure? Il était venu le temps de laisser le monde. De le confier à d'autres. Bien sûr. Prenez ce que j'ai laissé derrière moi. Faites-en ce que vous voulez. Moi, je ne peux pas y interférer. Je ne peux pas vous imposer ceci ou cela. Voici comme une sorte. Encore une fois, sans le vouloir, et ainsi en fonction d'un certain nombre d'éléments, quelque part, on rentre dans une sorte d'expression de soi, un peu cette couleur-là. Ouais, couleur un peu terne, un peu moins quelque chose.
Et c'est vrai, les gens, il y a des gens qui ont plaisir, comme il y a des gens qui ont plaisir à s'habiller de noir, et tout le temps, ce qui est un peu... Mais il y a des gens qui ont plaisir, une certaine joie, que je ne jugerai pas, à un moment donné, à pouvoir habiter différents états émotionnels, à pouvoir un peu exister dans un registre, puis passer à un autre. La tristesse, pour dire un mot, pour utiliser un mot très simple, la tristesse, c'est ce qui permet de, de pouvoir un peu estimer les temps. Le fait d'être comme ci ou comme cela. Je suis triste. Je ne le dis que parce que il m'arrive de ne pas l'être. C'est un état, je définis un état transitoire, mais pas un état permanent. Je suis triste en cet instant. Je suis empli d'une certaine sensation d'inconfort. D'inconfort encore que le mot, je l'ai utilisé auparavant, c'est pas un mot qui convient, mais je l'utilise. À défaut d'un autre. Alors, il y a une certaine colère, certaine défiance, une certaine qui était intéressante. Il y avait quelque chose qui m'habitait et pour laquelle j'ai une grande nostalgie, et malgré tout, même si dans le fond elle a été assez peu productive, il y a cette chose-là qui me rendait, qui me donnait une certaine densité que je ne retrouve plus. Je ne me sens pas dense, je ne me sens pas grave, je ne me sens pas pesant, je me sens un peu léger, un peu trop, je m'arrange trop avec les choses. J'ai plus cette immersion dans 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 le rapport que je peux avoir à l'adversité. Je vois l'adversité, toutes les adversités devant moi, je vois toutes les défaites et quelque part, si comme ça, cela arrivait à quelqu'un d'autre, voilà, je suis moi défait, mais bon, je regarde, je suis un spectateur de ma propre défaite. Voilà comment on peut arriver, et c'est évidemment, tout n'est pas... La défaite est relative dans le sens où on en est conscient. Et quelque part, quand on arrive à faire ces mots, c'est que on n'est pas dans la défaite, on a gardé quelque chose. On a réussi à sauvegarder quelque chose, malgré tout. Comme qui pourrait dire une défaite dans un certain dans la dignité ou dans une certaine non pas dans la dignité mais d'une certaine défaite en bon ordre, c'est-à-dire le temps se retirer, mais se retirer sans avoir tout perdu, tout laissé le, sur le terrain. Il me reste ces mots pour dire, et ce n'est pas peu de choses malgré tout, pour décrire ces conséquences de la défaite initiale et des défaites un peu qui lui sont afférentes. Il y a un point de départ, un point de séparation, un point de dislocation. Il y a quelque chose qui à un moment, ça arrive. Il se produit, bien entendu, le mot dislocation est un peu fort. Il peut faire penser à quelque chose de l'ordre de l'éclatement,
qui peut arriver à la psyché de quelqu'un qui subit un traumatisme tel que ça le force quelque part à se démultiplier, par exemple à acquérir plusieurs personnalités. Intéressant l'idée de personnalité multiple et qu'on ne sait pas imposer, quand c'est quelque chose qu'on peut choisir. Évidemment, quand on peut choisir de s'habiller dans une tenue ou une autre, un peu de jouer la mascarade quand on en a envie, mais pas que ce soit imposé. Aujourd'hui, je choisis de faire, de jouer quelque chose, un rôle, ou d'essayer de me faire passer pour un être autre, qui n'est pas moi. Parce que, pour utiliser cette expression un peu trop habituelle, je suis fatigué d'être moi-même, un peu. C'est cela que j'essaie de faire en, en, en fréquentant les mots. J'essaie d'être plus que je ne suis. Autrement, si je ne fais pas ça, je reste à ma place, un peu vide, un peu pas plein, comme je pourrais le souhaiter. Évidemment, mes mots ne sont pas non plus les mots dont j'ai besoin. C'est des mots dont je me contente à défaut d'autres. Je n'ai pas d'autres mots. Alors évidemment, ce sont un peu, finis par en faire le tour. Évidemment, on fait le tour. On épuise un peu la matière, le moule un peu, force de fabriquer un peu la même chose. Il y a quelque chose qui commence un peu à lasser. Simplement, il ne faut pas donner trop de crédit au mot. C'est pas parce qu'un mot a été utilisé qu'il signifie, qu'il traduit exactement la pensée de la personne qui l'a prononcé. On peut jouer un jeu, on peut jouer avec soi-même, avec l'autre, à tenir des propos hors contexte, hors réalité, hors sensation. On peut un peu jouer comment dire, comme à étendre les mots plus que nécessaire, jusqu'au point de rupture. Ça peut être un jeu. Voilà, c'est vrai qu'un mot, on peut essayer de se faire peur avec des mots. Le problème est que quelque part, ce jeu-là n'est pas un jeu sans conséquence. C'est pas un jeu qui vous laisse sans vous toucher. Vous ne pouvez pas impunément utiliser les mots forts, les mots chargés, sans devoir quelque part y laisser un peu de vous-même. Ce qui m'arrive est exceptionnellement grave. C'est peut-être pas exceptionnel, mais c'est grave quand même. On peut, sur l'échelle de gravité, on peut dire que ça arrive au degré 2, au degré 3, sur une échelle composée de 5 ou 6 degrés, ou 10, peu importe, il est toujours placé quelque part. On est dans le jeu, on fait partie du jeu, on n'est pas extérieur au jeu. Quand je dis des choses, malgré le fait que je puisse le dire sans la ressentir, je la ressens quand même. Mais il peut y avoir une sorte de... un peu parce que le cycle des mots, ou la continuité, fait que le devoir de continuer, et quelque part impose un peu de
de faire défiler les mots. Et puis il peut à un moment se produire que le corps il ne soit pas tellement dans ce qui se passe. Alors on prononce des mots, on n'est pas totalement en phase avec ce qui se passe un peu à l'intérieur. Et comme un peu pour le plaisir, combien dure un plaisir, combien de secondes, combien ça dure, un plaisir qui va nous demander énormément d'efforts et ce plaisir va durer une sorte comment dire, il va jamais être très long, ça va être bref. Donc le moment où on a une sensation, on essaie d'en parler, déjà on l'a perdu. On l'a perdu. C'est d'une brièveté quelquefois assez confondante. Ça s'en va. C'est un peu le problème de maintenir un état un peu, on parle toujours des états, j'ai envie d'utiliser le mot état limite, bien sûr on rencontre comme ça, c'est un fourre-tout de mots, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas un état limite bien entendu, mais des états un peu, on va pas dire négatifs, mais des états qui posent problème. Je ne sais pas ce que je disais, mais quelque part, on s'est habitué, là où je n'arrive plus à retrouver ce que je disais, mais quelque part, je m'étais habitué à prendre une certaine tonalité. Et je l'ai perdu. Et depuis, un peu, je me sens un peu orphelin de cela, comme pourrait avoir la compagnie de quelqu'un qu'on supporte, mais avec une certaine... en se forçant un peu. Mais on ne peut pas s'en passer. Sa présence nous est je pourrais dire, nous est nécessaire. Alors, les moments un peu particuliers sont nécessaires. Mais, alors, comme pour les choses pour lesquelles on garde une sorte de... C'est-à-dire, on apprend à entasser, à mettre dans un coin. À mettre dans un coin. Il n'y a pas de verbalisation, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de manifestation à l'extérieur, les choses s'accumulent à l'intérieur. Comme pour ces substances étrangères qu'on héberge au fur et à mesure qu'on vit. Et il y a comme ça des choses, un deuil qui n'a pas été fait, qui ne peut pas être fait. L'idée même, le deuil même qu'on a réduit, le fait même qu'on ait un peu réussi à vivre avec le deuil, avec cet événement, qu'on ait réussi un peu à ne pas le faire exister en permanence, qu'on a réussi un peu à le réduire. L'idée même qu'on ait réussi à vivre malgré cela. Donc déjà un sentiment d'avoir fauté, d'une faute qui se continue sans s'arrêter. Je ne fais pas ton éloge funèbre et je peux à un moment prendre plaisir aux choses de la vie, ce qui normalement devrait m'être interdit. Alors il y a de ma part une sorte de trahison, bien entendu. Il y a un péché mortel que je commets et que je m'entête à commettre.
pas une fois, c'est pas deux fois, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers de fois à chaque fois que j'ai pris plaisir à manger un raisin, une figue, à boire du café, à boire du lait, à boire du petit lait, à boire du thé. Chaque fois que ma langue a rencontré quelque chose qui lui a fait plaisir, à chaque fois, je me sens fautif pour cela. Fondamentalement, je devrais me sentir diminué. Et je sais pas, je devrais un peu rompre comme ces gens ces pleureuses qui s'enduisaient de cendres pour ces pleureuses professionnelles, évidemment, pour marquer, pour indiquer, c'était ça, la chose qui allait avec un cortège funèbre, pour marquer un peu participer à la douleur, le fait d'une certaine façon, un corps devrait être marqué. C'est pas, je suis pas un sado, c'est pas devenir quelqu'un comme ça, c'est juste avoir un marquage permanent. Je devrais devenir à moi-même mon pleureur. Moi, je ne dois pas faire appel au service de quelqu'un d'extérieur, je dois être moi-même. En cortège permanent. Je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure. Justement, je ne sais pas pleurer. Je ne sais pleurer ni sur commande, ni autrement. Je n'arrive pas à pleurer. Voilà quelque chose qui ne cesse de m'étonner et de me déplaire, évidemment. Quand on pleure, il y a une quantité de liquide infinitésimale. C'est pas des centilitres de larmes, c'est vraiment pas grand chose. Et pourtant, son effet n'a rien à voir avec sa taille, avec son poids. C'est comment dire, quand on pleure, on a le sentiment de rejoindre un monde à part. Il y a en même temps l'épreuve, le fait de revivre une douleur récente, ancienne, mais peu importe, mais une douleur. On l'a fait un peu réexister. Et ce sentiment est très réjouissant et paradoxalement très apaisant. C'est ça l'intérêt. C'est que après il y a le sentiment un peu quelquefois du devoir accompli. Voilà, d'avoir rendu ce qu'on devait à quelqu'un par cette petite larme microscopique. Mais justement, cette larme ne vient pas. Même je veux dire, la plus petite qu'on puisse imaginer, a beau essayer d'appuyer sur les glandes, toucher, prier les glandes, mais point de larmes. Il y a un mécanisme qui a l'air, qui semble un peu montrer une grande réticence à fonctionner, à répondre à mes appels, et pourtant ils sont nombreux et pressants. Voilà un voyage au bout de soi. Comment peut-on faire appel à quelqu'un? Souvent, on est un peu, quand on est plus jeune, on attend de ceux qu'on estime plus avancés, plus grands, plus machin. On estime qu'on attend, on a le droit d'attendre une réponse qu'on n'a pas à formuler nous-mêmes.
Et on peut attendre, et souvent on attend longtemps, sans que rien ne se passe. Une fois qu'on a atteint l'âge d'être des grands et qu'on l'a dépassé, ben, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié ce que je voulais dire. En tout cas, il y a une question, ou un ensemble de questions, peu importe, qui reste sans réponse. Les autres n'aident pas. Et puis soi-même, on ne s'aide pas dans cette volonté-là. J'ai perdu ce que je voulais dire, et je m'en fiche. Je m'en fiche parce que cela n'est pas important, en fin de compte. Rien n'est important. Mais tout est essentiel, si on veut jouer un peu sur... Un peu jouer sur les Antilles, je ne sais pas comment on les appelle, mais toute leçon est bonne à prendre, mais finalement aucune leçon n'est adaptée à quoi que ce soit. La leçon qu'on a apprise pour une chose, bah, finalement, on ne peut pas l'utiliser au moment où elle pourrait convenir. C'est une leçon qu'on a apprise imparfaitement, qu'on a apprise un peu trop tard. Chaque fois, on est en retard d'une leçon quelque part. Il y a des leçons qui ne peuvent s'adapter à rien, à aucune situation concrète. Ce sont des leçons censées, où elles se présentent ainsi, où on les présente ainsi. C'est la leçon, c'est la morale qu'il faut tirer de cette histoire. Mais fondamentalement, on essaie, on force un peu, mais ça rentre pas quand même. Ça rentre pas dans le cadre. Alors on est obligé de créer ses propres leçons. Mais seulement c'est toujours après coup. Et l'instant d'après, on a besoin d'une nouvelle leçon. Il faut d'abord recevoir le coup avant d'en tirer une nouvelle leçon. La leçon qui lui est correspondante. Et toujours après coup. Après coup, quand la chose devient effective, quand on ne peut plus s'en protéger ou l'éloigner. Le coup est mortel. Et si j'avais su, je lui aurais pu lui apporter une parade si j'avais su. Mais ce coup-là, il est venu d'un côté impossible à anticiper. Il est venu de quelque part. Je ne pouvais pas, j'étais vigilant de partout, sauf de ce point-là. Je dirais comme pour le point aveugle, quelque part, je ne pouvais pas tout protéger. Et c'est comme ça, c'est la leçon. On a beau essayer d'être dans les meilleures, dispositions possibles pour faire face à la vie, au monde, pour essayer d'avancer dans une certaine satisfaction, d'avoir un rapport équilibré au monde. Mais non, ça ne marche pas. C'est pas la compréhension qui permet d'avancer avec sérénité. À la rigueur, la compréhension des choses ou l'affirmation ou juste la prétention quelque part. La compréhension peut être une compréhension là aussi très fausse et très approximative, mais quelquefois on se dit on a compris. On a compris comment se passent les choses, comment se déroulent les opérations, comment
se négocie telle ou telle chose, il y a un processus qui se reproduit à chaque fois, mais ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, il y a toujours un élément qui va venir un peu jouer les invités surprises dans cette affaire-là. Aussi comme, aussi comme, aussi comme rien, aussi comme beaucoup, comme toute chose. Il y a un paradoxe, j'allais dire un paradoxe nodal, un paradoxe primordial. Comment peut-on naître au monde directement en, en faisant face à quelque chose qui est censé définir le monde, qui est censé donner un sens au monde, directement, sans préparation. On est dans le texte fondateur, organique, celui qui est censé tracer les limites, les frontières, ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Le texte qui explique le monde, qui le justifie, qui l'habille, qui donne les moyens de le définir, de le percevoir, de le comprendre. Qu'est-ce que je peux comprendre? Y a-t-il directement arrivé directement dans le, dans le fond même des choses, directement dans la matrice ou la patrice, je ne sais pas, en tout cas directement. Et il faut s'en accommoder. Il y a là quelque chose qui parle de puissance, qui parle de destin, qui parle de la vie, de la mort, qui parle de la vie, de l'après-vie, qui parle de ce qui arrive, de ce qui n'arrive pas, qui parle de ce qui peut advenir comme les choses qui peuvent ne pas advenir, de ce qui est un peu accessible, de ce qui ne l'est pas. Comment peut-on se construire? C'est se construire un peu en ayant accès à la pluralité des visions. Non pas se retrouver prisonnier d'une vision, d'une interprétation du monde. Le monde est plus grand que les textes fondateurs qui sont censés l'expliquer. Et puis on n'a rien demandé, je n'ai rien demandé. Pourquoi on m'impose une chose? Je n'ai pas demandé. En quoi cette chose est essentielle à ma vie, à mon développement, à mon présent et à mon futur? En quoi? Pourquoi on peut se poser la question? Simplement la question. Apprendre à poser la question. Parce qu'il y a toujours un besoin ou une question. Mais cultiver l'art de la question. L'art d'observer et d'interroger. Et de chercher la réponse. Tout ce qui est devant nous est une sorte de réponse qui ne peut être définitive,
La réponse ne saurait être trouvée une fois pour toutes. La réponse est un processus continu, l'interrogation, la quête. La quête doit être permanente. Quelque chose comme ça. Alors, voyage, un peu ça se mélange, voyage au bout des mots avec voyage au bout de soi, bien sûr. Ça se mélange, ça s'interpénètre. Bien entendu, quelquefois on essaie de rester, de ne pas partir, de prolonger un peu l'instant, avec des inclusions qui n'étaient pas, voilà, peut-être qui sont peut-être pas nécessaires, mais c'est cela. Comme dans un processus de dénudation, on enlève une chose puis une autre, et comme ça, où on a accès à quelque chose qui est à nous, qui est en nous. En insistant un peu, en restant sur place, on a accès à quelque chose. Peut-être que c'était pas important. Voilà la question. C'est de croire le problème et qu'on croit, on croit à nos propres affirmations, à nos propres mots. C'est ça le problème. C'est pas la quête. Bien entendu, ce sont là des formulations un peu dépassées, un peu quelconques, un peu. C'est juste pour qu'il y ait quelque chose de complet. Mais en fait, ça ne tient pas. Ça ne repose sur rien. C'est en fait l'impossibilité de formuler les choses. Que ce soit la question, que de déterminer l'objet de la quête, il n'y a rien. Il n'y a ni à quêter, ni à ne pas quêter. Il y a à rester là, un peu la bouche ouverte, sans rien dire. Parce que rien ne saurait être pertinent et convenir à la situation. Rien de ce que nous pourrions dire ne saurait correspondre à quelque chose. Ces mots sont là, pourtant présents depuis quelque temps, depuis quelques centaines d'années, pas très longtemps. C'est le nouveau français, etc. Ces mots-là, ils ne peuvent pas prétendre à la permanence, bien entendu. Durée de vie limitée pour les mots eux-mêmes, mais en tout cas, voilà, et la façon dont que nous avons de les utiliser. Donc, je reste là, et j'ai oublié ce que je disais, mais en tout cas, dès que je dis quelque chose, dès qu'un son sort de ma bouche, il oh, je perds de plus en plus tout de suite ce que je veux dire m'échappe et donc je suis obligé d'arrêter. C'est pas, là encore une fois, c'est pas important, mais c'est ennuyeux, ça me gêne que ça se reproduise comme ça. J'ai un problème de concentration et de présence dans le propos. Voici comme comme qui dirait, j'essaie de me reprendre, c'est pas évident. Voilà, si comme qui dirait, c'est marrant parce que le propos, la thématique du voyage au bout des mots, se retrouve un peu trop présente dans cette autre thématique qui est voyage au bout de soi. On sent qu'on a envie. Il y a quelque chose qu'on a envie de dire au monde. Cette chose-là, elle se formule au fur et à mesure. On ne sait pas quand cela pourra être fait, à quel moment on va être prêt. Le problème, c'est que, je ne sais pas, comment s'adresser au monde? Faut-il appeler à
à Dieu pour qu'il m'apporte son concours pour que je puisse avoir une voix qui corresponde un peu pour attirer l'attention, pour c'est ça. Comment d'abord le message, puis comment le dire, comment le diffuser. L'envie de s'adresser au monde, bien entendu, on a essayé tout ce qu'il est possible, tout ce qu'il était possible d'essayer. Il y a appel à des choses communes, un peu de bon sens. Et finalement, le bon sens, il est facilement défait. Donc, et puis, tout chez l'être humain, chez les êtres vivants, dépend du contexte. Je suis, d'une certaine façon, paisible quand ça m'arrange. Je le suis moins quand ça ne m'arrange pas, quand je peux. Si je dispose d'une opportunité, ben voilà, je deviens, je fais acte de puissance. Simplement, c'est une histoire. La victime d'aujourd'hui, évidemment, est possiblement le bourreau de demain. Simplement, et je l'ai déjà dit, et évidemment, ça reste toujours actuel, ça reste toujours probable. Une victime peut se transformer en quelque chose qui instrument une pourvoyeuse de violence et de souffrance. Ainsi, comment pourrait-on dire, s'adresser au monde. En fait, simplement, on se pose la question sur la nécessité de s'adresser au monde. On voit des gens qui se sont adressés au monde, comme dit la tradition, beaucoup ont été mis à mort, suppliciés, etc., etc. Donc déjà, il y a un risque à courir. Et puis fondamentalement, on se pose la question sur la légitimité ou sur le droit qu'on peut avoir à s'adresser au monde. Au nom de quoi voudrait-on convaincre le monde de quelque chose à laquelle on croit qu'on pourrait trouver légitime, valable, ou quoi? Quelle est la valeur suprême? Quelle est la chose qu'on voudrait réellement transmettre au monde? Quelle est sa valeur? Quel est son degré, j'allais dire, de pertinence? Comment faire en sorte? L'idée, ce serait même d'aller transformer finalement le patrimoine génétique de l'être humain dans le sens quelqu'un qui lutterait contre le capitalisme, il dirait, comme disent les promoteurs du capitalisme, ça fait partie de la nature humaine, que de compétitionner, de lutter les uns contre les autres, etc. Ça fait partie de la nature des choses que d'avoir des gens qui possèdent et des gens qui ne possèdent pas, etc., etc. On pourrait dire qu'il faut arracher cela, comme on pourrait dire arracher le mal, un peu, et un peu faire, un peu même plus que n'a pu faire ou n'a voulu faire Dieu, c'est-à-dire annuler et annihiler le mal. Simplement, on n'a pas à accepter le mal. On enlève, c'est comme on pourrait enlever quelque chose d'excédentaire, dont on n'a pas besoin. On enlève le mal. Évidemment, Dieu, lui, dans la configuration classique qui est la nôtre, on le voit un peu œuvrer comme un juge suprême. Si tout le monde devenait exempt de péché et tout le monde n'est plus un pécheur, finalement Dieu n'aurait plus rien à faire.
Il n'y aura plus de jour du jugement dernier, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus ni enfer, ni paradis, ainsi de suite, quelque part. Donc, on pourrait dire, voilà, une sorte de programme génétique chargé de traquer les gènes qui sont un peu en nous, qui font qu'on cherche toujours à lutter les uns contre les autres, de façon appuyée ou de façon, j'allais dire, de façon soft. Il y a toujours une lutte, il y a toujours une compétition, il y a toujours de la violence, il y a toujours un peu de l'exercice d'autorité, etc. Voilà, simplement, donc quel est ce discours? Alors, fondamentalement, quel discours peut correspondre? Et à quel moment? La plupart des prophètes ont commencé leur carrière assez tôt. Si on prend en compte l'espérance de vie, c'était pas peut-être pas très tôt. En tout cas, à partir de quel moment pourrait-on se sentir prêt à diffuser? C'est une question. Alors, 60 ans, 70 ans, 75 ans, 80 ans, les derniers jours de sa vie, on mettrait comme ça à la fin du fin, et on commencerait justement, on dicterait quelque chose, dernier moment, parce que c'est là où on est le plus, comment dire, qu'on a un peu fait le tour de façon totale, et on peut se mettre un peu à ce moment-là, on peut produire, se mettre à contribuer et à prophétiser, évidemment. En tout cas, j'ai peut-être une définition qui n'est pas très claire du mot prophète. Quelque part, il peut y avoir une sorte de une sorte de mal-utilisation de ce mot, de ce vocable, simplement. Donc voyage au bout de soi, c'est qu'on court derrière un peu quelque chose qui pourrait donner une identité propre à un propos. Il y a quelque chose comme de cette quête de singularité dans un propos. Évidemment, si un propos semble un peu étrange, un peu, s'il a une tonalité particulière, c'est tant mieux. C'est finalement la chose qu'on désire. Alors, l'idée ultime et l'idée un peu, j'allais dire, pernicieuse et horrible, c'est d'utiliser finalement la matière même, sa matière à soi, et pour juste en faire la matière première d'un propos. J'attends d'être triste, très triste, pour pouvoir témoigner de ma tristesse et de témoigner du niveau de tristesse que j'ai atteint. Non, non. Évidemment, non. Je préfère avoir un propos qui se répète à l'infini, quitte à ce que ça soit le plus ennuyeux possible. Même, je pourrais même me mettre à dire une seule phrase. Aujourd'hui, une porte s'est ouverte. 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 On pourrait continuer comme ça longtemps. C'est un peu fatigant, mais ça demande un peu d'énergie, mais c'est pas un problème. 10 minutes, un quart d'heure, une heure, peu importe. Déjà, moi, je l'aurais choisi. C'est pas comme les punitions de l'époque de l'école, on était punis de répéter la même phrase. On pourrait, oui,
C'est intéressant, puisque j'ai choisi une porte, c'est ouverte. Ça, déjà, on peut considérer que ça laisse une possibilité. À force de répéter, à force de croire dans les choses, elles peuvent se produire. C'est comme ça qu'on dit. Et une porte peut s'ouvrir. C'est notre problème un peu existentiel, c'est qu'on nous sommes toujours face à des portes que nous fermons nous-mêmes ou des portes qu'on ferme en face de nous, dont on nous pour nous maintenir à distance. Des portes partout. Situation un peu abracadabrante. Moi-même, je viens de quelque part et je m'enferme. Je m'enferme pas seulement contre quelqu'un, un importun, mais je m'enferme contre pour m'emprisonner moi-même. Je sais, je me suis enfermé. Donc je ne peux pas m'évader. Je me suis enfermé de façon volontaire. Je suis comment on appelle ça, un emmuré volontaire. Simplement, si je dois compter le temps que j'ai passé enfermé, ça ferait une quantité assez faramineuse. Des années d'enfermement. Ça interpelle, ça ne laisse pas sans réaction. Là donc, une porte s'est ouverte. Peut-être qu'il s'agit de la porte de salut, la porte qui permet d'accéder, justement. La porte auprès de laquelle on a attendu toute sa vie. La porte qui s'ouvre. Évidemment, elle s'ouvre sur quelque chose. Alors, ça peut être une chose plaisante, comme ça peut être autre chose. Derrière les portes, on ne sait jamais ce qu'il y a. On ne peut pas. On peut essayer en écoutant un peu, justement, en tendant l'oreille, on peut. Mais on peut être un peu déçu ou carrément inquiété, parce qu'il pourrait se trouver au-delà des portes. Comme qui dirait, nous protégeons, là aussi derrière les portes, nous protégeons le monde de notre laideur. Quand nous allons vers le monde, nous essayons d'apparaître dans le meilleur des apparences. Dans la meilleure des apparences. Mais quand nous sommes entre nous, nous nous laissons un peu aller. Alors voilà, donc quelque part je protège le monde de ce qu'il peut quelque part voir de moi. Je suis quelqu'un d'immontrable. Je pourrais causer des cauchemars chez un certain nombre de gens. Donc j'évite d'être la source de désagréments possibles. Voilà donc une porte s'est ouverte. Aujourd'hui, une porte s'est ouverte. Enfin, elle s'est ouverte. Enfin, ça a pris longtemps, un temps considérable, et elle a fini par s'ouvrir. Ah, c'est très bien, c'est heureux. Enfin, pour quelqu'un comme moi, il peut y avoir la porte, il attend toujours une récompense. Voilà, donc c'est comme ça. Il attend qu'on l'accueille et qu'on prenne soin de lui. Voici quelqu'un qui est resté un peu, qui a passé 100 ans, sans compter, qui est resté longtemps, là, en attendant que s'ouvre la porte. Peut être dans la petite porte, dans la grande porte, peu importe. Il y a toujours, est-ce que le monde derrière la porte, qu'est-ce que le monde le plus grand, celui derrière la porte ou celui devant la porte? C'est cela. Évidemment, le monde devant les portes est le monde le plus conséquent, le plus important. C'est le monde ouvert. C'est le monde
de tous les possibles. Derrière les portes, il ne se passe rien. Il se passe des choses pas toujours très intéressantes. On s'ennuie, on s'y ennuie. On s'y habitue, on s'y livre à des choses un peu irracontables. Derrière les portes, on n'est pas les plus au-delà des portes, après la porte, on est dans une certaine... On a les bras ouverts. Le monde, on peut l'accueillir en soi. On peut l'embrasser, on peut l'étreindre. Derrière les portes, on est là, on n'ouvre à personne. Non. Il y a la barrière. Et la barrière doit rester en place. Elle ne doit pas s'effacer. Voici donc au bout de soi quelque chose qui ressemble, sans ressembler à ce qui a été dit auparavant, toujours dans cette traversée du monde des mots et du monde des sensations. On essaie de comprendre où on est à un instant précis. Là, j'ai fait le tour du cadran. Je suis de nouveau à 58. Je suis de nouveau à 58 ans. Et j'y suis encore pour un petit moment. Et plus pour très longtemps. Et donc, il y a un problème dans le rapport au temps qui passe et rapport à soi dans ce temps, comment et puis par rapport à ce qu'on peut attendre de soi-même et par rapport à ce qu'on peut obtenir et ce à quoi on peut prétendre réellement. On est dans l'attente, on est dans une sorte d'appréhension. Voilà, rien n'est... le temps, un peu... le temps du faire est passé, il reste le temps. Un peu le temps de l'attente du terme, l'attente de la fin. S'il y avait quelque chose à faire, je l'aurais fait. Donc c'est trop tard. Il n'est plus question de faire, il n'est plus question d'agir de façon à se transformer, à simplement le monde, juste à rester un peu à l'abri du monde, à éviter de se mettre en danger sans raison. Plus de causes à défendre, plus de rêves à concrétiser, plus de choses à réaliser. Simplement, ça finit comme ça. Alors ça finit de cette façon. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux y faire? Les choses, quelquefois les mots et la prise de parole un peu, et elle obéit à sa propre logique interne. Elle vous échappe. Les mots, en tout cas, échappent à celui qui les dit. Il est en même temps, il en est le centre, et en même temps, il en est le point d'émergence, mais en même temps, il ne peut que rester un peu à l'extérieur. Malgré tout, c'est moi qui dis ces mots, et à chaque fois, ce n'est pas un autre, mais je suis moi-même le premier auditeur de ce que je peux dire. Et ça me surprend
assez souvent, comme ce que je peux entendre, comme ça, ce qui peut comme ça se passer dans le monde sonore qui est devant moi. J'entends des choses et je dois faire avec. Simplement, je suis dans une position un peu passive, un peu, je ne peux réagir, je ne peux ni interdire l'accès à certains mots, ni les encourager. Ils viennent à leur rythme, ils viennent de la manière qui leur plaît, qui est la leur. Voici donc la fin. Je dis la fin, c'est aussi, à bout d'un moment, je dois mettre fin à cette... Je dois couper un peu le flux. Je dois arrêter le- je dois arrêter le débit. Évidemment, j'ai peut-être là encore un peu de pouvoir à ce niveau-là, mais bon, il ne faut jamais se réjouir. Le pouvoir qu'on a n'est peut-être encore une fois, qu'un semblant dans ce monde de faux semblants. Voilà, des faux semblants. Tout est, finalement, tout est une sorte une sorte d'affabulation, tout est une sorte de une sorte de posture, une sorte de mise en scène. Simplement, c'est l'art du faux, simplement, rien de plus. Posture, imposture, vrai semblant, faux semblant, peu importe.